EMI, une vraie transformation. C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'info. Comme le veut la tradition, nous allons sortir de la boîte afin de regarder le monde qui nous entoure différemment et notamment avec les yeux de ceux qui travaillent sur ou ont vécu une expérience de mort imminente. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belenka. De par le monde, il existe ceux que l'on appelle les expérienceurs, des gens comme vous, comme moi, qui ont vécu une expérience qui les a menés aux frontières de la mort. La question est de savoir ce qu'ils en ont rapporté. EMI, une vraie transformation, on en parle ce soir dans les Affranchis de l'info, avec notamment Christian Faure. Bonsoir Christian. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois sur BTLV. On a eu l'occasion de faire 2 émissions déjà ensemble sur ce sujet, puisque vous avez commis un ouvrage, EMI, portée, sens et signification chez JMG Éditions. Jean-Michel Grandcir, on aura l'occasion bien sûr d'essayer de comprendre quelles sont justement cette portée, ce sens et ces significations. On a avec nous une expérienceuse, c'est Francie Fernandez. Bonsoir Francie. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. On va découvrir dans un instant votre témoignage, votre expérience qui vous a mené donc... alors, il y en a qui disent expérience de mort imminente, il y en a qui disent NDE, il y en a mort provisoire, etc. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, et on va peut-être en savoir plus avec le docteur Jean-Pierre Joudon, qu'on va accueillir dans quelques instants, c'est que, en fait, quel que soit le pays où on se trouve, quelle que soit sa culture, sa religion, sa couleur de peau, sa foi ou pas, on vit des choses qui sont... semblablement identiques, même s'il y a quelques différences quand même. Le docteur Jean-Pierre Joudon est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Bob. Bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir. Jean-Pierre, vous êtes l'auteur du livre Le Grand Secret pour lequel vous étiez venu. On s'était entretenu il y a à peu près 2 mois ensemble, ou avant peut-être les vacances de Noël, je ne sais plus, mais dans tous les cas, on avait pris un vrai plaisir à évoquer vos travaux, vos recherches. Je disais à Francis que ce qui est troublant quand même dans ces expériences, mais c'est peut-être parce que c'est troublant et qu'il y a de la similitude qu'on peut finalement comprendre que ce phénomène est tangible. Parce qu'aux 4 coins du monde, on vit tous la même chose. Enfin, beaucoup vivent la même chose, c'est ça, hein? Ah oui, c'est une constante. Ces expériences ne dépendent absolument pas de quoi que ce soit, de préalable, que ce soit l'âge, le sexe, la religion, les croyances, les a priori, les espérances, tout ça. Ça ne change strictement rien. C'est l'intérêt de ces expériences, c'est justement... l'impression, c'est pas qu'une impression, pour moi c'est une certitude, elle touche à quelque chose, elle révèle quelque chose d'absolument fondamental, qui est pour moi l'indice de ce que nous sommes, de notre conscience, de la réalité qui dépasse largement ce qu'on est ici et maintenant. Et ça, quel que soit ce que les gens étaient avant. Ils sont changés de la même façon, ils ont vécu des expériences strictement... comparables, bon, elles sont toutes différentes, mais essentiellement, enfin, l'essence de l'expérience est la même chez tout le monde. Francis, la transformation, parce que c'est la question, est-ce que ça vous a transformé avant même que vous nous relatiez votre histoire? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Oui, complètement. À quel niveau? Sur bien des niveaux, notamment d'abord sur ma conception de la réalité qui nous entoure. Sur la dimension spirituelle que ça a apporté à ma vie, parce que je n'étais pas du tout une personne attirée par la spiritualité avant. Sur mes fréquentations, ça a changé mes fréquentations, mes centres d'intérêt, mon rapport à moi, mon rapport aux autres, ma consommation, ma façon de consommer également. Qu'est-ce que vous avez compris? Que finalement, le consumérisme à outrance n'était peut-être pas ce qu'il fallait, la voie sur laquelle il fallait s'engager, qu'il y avait une attention à porter aux gens qui vous entourent, plus importante que celle que vous donniez à l'époque. C'est ça? On parle aussi souvent de conscience écologique. Il y a plein de choses qui se passent. Disons qu'on se questionne. On se questionne, c'est-à-dire qu'avant, je pouvais acheter un produit sans me poser la moindre question. J'avais envie de ce produit, j'achetais ce produit. Maintenant, quand j'achète un produit, je vois à grande amplitude, je me questionne. C'est-à-dire, est-ce que si j'achète ce produit, est-ce que je vais participer à l'expérimentation animale? Est-ce que je vais participer au pillage des ressources naturelles? Est-ce que je vais participer au plastique dans les océans?
Donc, je me questionne et je fais en sorte de consommer de la manière la plus éthique possible. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de la planète aussi. Donc, oui, voilà. Du tout. Ouais, du grand tout. Ouais. Voilà. Et de comprendre qu'on fait partie d'un ensemble et qu'il ne faut peut-être pas le détériorer, ou en tout cas y faire attention. Christian, quand vous avez bossé sur votre bouquin, bien évidemment, vous êtes allé chercher des informations. Je disais tout à l'heure que ce qui est à la fois troublant, c'est le fait qu'il y ait des similitudes dans toutes les expériences, mais ce qui est aussi, c'est ce qui valide aussi un peu l'expérience, on a quand même de temps à autre des expériences qui sont un peu différentes. Parce qu'au-delà de la culture qui nous amène à vivre la même chose, il y a quand même ce que l'homme ou la femme est au moment précis de l'expérience, ou l'état dans lequel cette personne se trouve, qui va conditionner quand même le voyage. C'est-à-dire, c'est la différence entre la forme et le fond. Enfin, ça, c'est une vieille formule. Je pense que les langues sont des formes. Même les logiques adoptées, c'est pas la même logique en Chine et en Europe. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Les Chinois arrivent à concilier capitalisme et communisme, pas les Européens, par exemple, etc. Et au fond, je pense que les expérienceurs nous montrent que l'épaisseur, la profondeur d'expérience est identique. C'est la manière de la formaliser qui peut être différente. Je cite dans mon livre, par exemple, s'agissant du tunnel. Le tunnel, c'est plutôt dans le monde occidental chrétien. Chez les musulmans, c'est la porte. Et chez les hindous, c'est la rivière. Mais le contenu est le même. Il y a à franchir quelque chose. Il y a à franchir quelque chose. C'est quelque chose, Jean-Pierre, que vous avez noté aussi au fil du temps. C'est-à-dire que c'est un passage, finalement, cette expérience. C'est ce passage entre le monde du vivant et le monde des morts, je ne sais même pas si on peut dire du monde du vivant ou du monde des morts, mais de notre dimension à une autre dimension. Je préfère ça. Disons que ce que disait Christian, en fait, on le retrouve tout à fait chez nous, enfin en France, dans le monde occidental. Les notions de tunnel, c'est ce qui a été plus ou moins médiatisé, et à l'époque en particulier par le docteur Moody. Mais en fait, il y a une symbolique de passage. Il y a simplement, ça peut être une porte, ça peut être des escaliers, ça peut être un ascenseur, ça peut être des tas de choses. C'est quasiment sans importance. L'essentiel, c'est qu'il y a un passage entre notre monde et quelque chose qui le dépasse. Alors, comme toutes les... Ce qui compte, effectivement, c'est le fond de l'histoire. C'est pas la façon dont on peut la réinterpréter. On a un cerveau qui a vécu, qui a le souvenir, on ne sait pas encore comment, mais c'est un souvenir extrêmement précis qui ne s'évanouit jamais, d'une expérience qui le dépasse complètement et qu'il essaye, quand on raconte l'expérience, de mettre dans ces catégories habituelles. Alors après qu'ils mettent une fenêtre, qu'ils mettent un tunnel, qu'ils mettent quoi que ce soit, ça n'a aucune importance, c'est un détail. Oui, c'est finalement quelque chose à passer. Donc ça, c'est une rivière, une barrière, c'est vraiment cette transformation. On va revenir sur le sondage que nous postons toutes les semaines pour savoir ce que vous en pensez. La question était la suivante. Pour vous, les EMI peuvent, point d'interrogation, transformer nos vies, donner de l'espoir, ouvrir des facultés. Regardez sur Twitter, transformer nos vies à 47,4%, ouvrir des facultés pour 31,6% et donner de l'espoir pour 21,1%. Et puis sur YouTube, c'est à peu près ISO, transformer nos vies 58%, ouvrir des facultés 21% et donner de l'espoir à 20%. Aucune faculté... Francis, vous, j'ai pas de la médiumnité, de la voyance. On dit souvent que ça exacerbe un peu les intuitions, les prémonitions, etc. Oui, je pense que ça passe au travers de mon hypersensibilité. Ouais. J'arrive effectivement à percevoir certaines informations de façon très subtile. Également, j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à assimiler de l'information. D'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé pour l'apprentissage de la musique. Voilà. Des transformations, beaucoup on voit, et il y a des clashs, des ruptures dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent une telle expérience qui changent radicalement. Est-ce que vous avez changé de vie radicalement? Est-ce que vous avez quitté votre copain, votre maison? Vous avez changé de vie, de travail, etc. Parce qu'il y a ça chez les expériences. Oui, alors j'ai pas quitté mon mari, mais...
J'ai quitté mon emploi récemment, Ouais. mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment. D'accord. Mais je l'ai fait parce que j'ai accompagné mon père sur sa fin de vie. Il est décédé le 14 décembre dernier. Mais de toute façon, c'était quelque chose que je voulais déjà faire depuis un moment, et là, ça s'est présenté comme ça. Alors, je vais revenir sur une période douloureuse, puisque la perte de votre papa. Est-ce que votre expérience a permis de mieux vivre le départ de votre papa? Oui, 100%, oui. Oui. Si j'avais pas vécu l'expérience, je pense que aujourd'hui, je serais complètement anéanti, dévastée, c'est ça, bien sûr. Alors, Christian, effectivement, souvent, les gens disent que c'est une aide à la vie, cette expérience de mort imminente, parce que finalement, on voit, peut-être, on en trouve une porte sur le monde d'après, et ça permet à des gens d'être soulagés, de vivre mieux leur... Parce qu'en fait, même si l'après est bien, je le rappelle, hein, l'important c'est de vivre ici et maintenant. Après, on a le temps d'aller voir ailleurs. C'est ça, c'est une aide finalement. Dans mon cas, ça a été une étape. Ouais. Je pense que ça m'a permis, puisque j'ai commencé une trentaine d'années à me poser toute une série de questions, à faire des recherches dans le domaine qu'on dit, mais le mot est un peu piégeux, ésotérique, c'est-à-dire, ou spirituel, qui sont des mots très vagues. Mais disons, par-delà la raison et par-delà les religions et les dogmes. Et ça m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, j'ai passé 6 mois à ne faire que ça. En plus, c'était ironie du sort. Au début 2020, où j'ai été libéré de toute une série d'obligations, puisqu'on ne pouvait plus bouger, il y avait le Covid. Enfin, je n'étais pas en France. Sûr, donc on n'avait pas grand-chose à faire, et ça m'a passionné. Passionné par quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a passionné? Parce que il y a quand même, moi je dis souvent, on en parlera avec Jean-Pierre, c'est que la vie est ainsi faite qu'elle est faite de mystères, on ne sait pas ce qui va se passer, et ce qui la rend belle, c'est qu'on ne sait pas justement quelle est sa finalité. Est-ce que le fait de savoir qu'il y a quelque chose, peut-être après, est-ce que ça pervertit pas finalement le sens même de la vie d'un vivant? Pour vous répondre franchement, je vous dirais que dans mon cas, j'ai besoin des autres pour penser. Sinon, il y a un risque d'autisme. Je pense tout seul. Malheureusement, c'est assez répandu. J'ai mes convictions et j'écoute personne. Et quand j'ai découvert tout ça, j'avais déjà découvert avant, mais je me suis attelé à regarder 300 documents sur YouTube. J'avais que ça à faire toute la journée. Ouais. Et du coup, ça m'a énormément stabilisé sur un certain nombre de points. Voyez? Et ça a été une aide pour moi, cette recherche. Parce que, vous savez, on ne travaille pas 6 mois sur un sujet s'il ne correspond pas à une demande en vous et à un besoin. Vous aviez besoin de... C'était quoi? C'était à un moment donné, on arrive à un certain âge, alors je ne dirais pas le vôtre. Non mais Bob, comme il y a la réincarnation, il n'y a pas de problème. Non mais ce que je veux dire, c'est que... Parce que nous, on le voit, par exemple, on sait que parmi nos abonnés, beaucoup sont des gens qui... à 35, 37, 40 ans, commencent à se poser des questions sur le sens de la vie, etc. Et c'est une période où on se dit, est-ce que je suis là, est-ce que ça sert à quoi, d'où vient le vent, etc. Ça a correspondu à cette période de questionnement, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez parlé, vous savez que c'est vraiment, on peut le vérifier autour de soi, autour de la quarantaine, autour de 2-3 ans près, il y a un tournant dans la vie, ça a été mon cas. Et c'est pas mon cas isolé. Bien oui, c'est ce que je dis. Les auditeurs, et on est transformé sur le... Alors, attendez, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde. Et ça a été le cas. Mais je voudrais dire aussi, j'écoutais déjà le témoignage de Francie, que j'essaie régulièrement d'échapper à la cérébralité. Surtout, on est dans un pays très cérébral, très discussion, les idées, les notions, les doctrines, les convictions. Oui, mais monsieur, c'est normal, on a quand même créé la Sorbonne, donc heureusement. Voilà, oui. On est là pour discuter, pour quand même réfléchir. C'est ce qui fait la singularité de la France, monsieur. Oui. Oui. Ben oui. Bon, c'est pour ça qu'elle rayonne, quand même, encore, au niveau de la littérature. Si, non, nous enlevez pas ça quand même. Nous enlevez pas ça, il nous reste la Sorbonne. Bon, je vous laisse votre conviction, je la respecte, je ne la partage pas. Mais enfin, ça c'est une question, on n'est pas obligé d'être semblable. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ça me permet d'échapper à la cérébralité. C'est très important. Écouter autrui dans ce qu'il éprouve permet d'abord d'échapper à soi-même, à ses convictions plus ou moins fantaisistes, quelquefois, ou plus ou moins dogmatiques, exagérées. Et ensuite, ça permet de refonder sa manière de voir à l'écoute des autres. Donc, il y a en même temps une communication.
Jean-Pierre, Francie a parlé de la prise de conscience qu'elle avait eue dans le fait qu'elle avait compris que finalement, ce n'était pas le corps et le cerveau qui fabriquaient la conscience, mais que c'était une conscience qui était dans un corps humain. Alors, ça ouvre le champ des possibles quand même. Et puis, quel champ des possibles, Jean-Pierre? Parce que si la conscience est effectivement quelque chose, je ne sais pas d'où elle vient, qui incarne un corps et qui prend un corps pour vivre sa vie pendant 70, 80, ou parfois malheureusement beaucoup moins, ça change, ça change la donne quand même, Jean-Pierre. Ce qui change la donne, c'est la compréhension. Oui, d'abord que, si j'ai bien compris, nous sommes une conscience qui est immense, nous sommes des petits bouts, des espèces de grumeaux qui vivent une vie. Et vivre cette expérience, c'est vivre au fond de soi, cette unité qu'on a avec les autres. Et de cette unité découle tout le reste. Si Francie consomme mieux, si Francie évite certaines personnes et en préfère d'autres, Francie et les autres, c'est parce que elle a compris que nous sommes tous un quelque part. Et ce tous un, pour moi, c'est une conscience qui transcende notre conscience habituelle. C'est ce qu'on a montré. D'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour revenir sur un point important. Ces expériences de mort imminente sont mal nommées. Il faudrait s'occuper de les renommer parce qu'elles ne sont pas obligatoirement liées à la proximité de la mort. Ça, on a montré ça avec des gens qui étaient sceptiques, qui pensaient que tout ça provenait du cerveau, et avec qui on a étudié 195 cas d'expériences, de vraies expériences de mort imminente. Il y en avait une centaine, 120 peut-être, des comas divers et variés, et une cinquantaine d'expériences survenues en dehors de tout état de mort imminente, de tout risque et de toute atteinte cérébrale. Et le résultat, qui les a étonnés, moi pas, parce que j'avais déjà compris apparemment ce qui se passait, c'est que ces expériences sont totalement indiscernables, que ce soit pour leur intensité ou pour leur contenu, quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire qu'on soit en état de mort imminente ou pas du tout, qu'on soit en train de regarder un coucher de soleil, en train de marcher sur la plage ou en train de faire l'amour, les expériences sont les mêmes. Et les gens avec qui je travaillais, c'était le Coma Science Group de Liège, dirigé par le professeur Steven Lorez, qui est quand même un neuroscientifique reconnu, mais très ouvert. Ils ont accepté de mettre en conclusion que la participation du cerveau dans la jeunesse des expériences reste un sujet de débat. Ce qui est énorme pour des gens dont le cerveau est le principal outil, enfin le principal objet d'intérêt. Voilà, donc moi ce qui me semble, c'est que on a maintenant la preuve qu'en fait, il n'y a pas la vie et la mort, il y a quelque chose d'immense. Au milieu, il y a une parenthèse qui est une vie humaine, ou plusieurs, j'en sais rien. Et après, on redevient ce qu'on est. La preuve, la meilleure preuve, c'est ce que j'ai entendu je ne sais combien de fois. Les personnes qui ont vécu cette expérience vous disent « j'avais l'impression de rentrer à la maison, de retrouver là d'où je venais, de rentrer au port ». Enfin, ils ont chacun son expression, mais c'est vraiment une impression de retrouver quelque chose qu'on connaissait, qu'on avait oublié. Ça veut dire que ces expériences de mort imminente, enfin, d'ailleurs que vous voulez renommer, c'est finalement c'est un état dans lequel se trouve notre conscience à ce moment précis, c'est ça? C'est un état de conscience apparemment qu'on retrouve. C'est un état de conscience qu'on avait oublié, puisque, bon, c'est évident, la conscience qu'on a du matin au soir et de la naissance à la mort en temps normal, sauf bug, est une conscience cérébrale. On sait très bien que notre cerveau fonctionne comme une interface, si vous voulez, entre ce que nous sommes au fond de nous et le monde. Ça permet d'agir, ça permet de parler, ça permet de réfléchir, de faire des projets, d'avoir des souvenirs. C'est très bien. On sait aussi agir dessus, hein, avec des drogues, avec de l'hypnose, avec toutes sortes de techniques de mise en transe ou autres. Là, tout ça, il s'agit d'états de conscience modifiés, c'est-à-dire l'état de conscience cérébral qui est modifié. Dans les EMI, c'est un autre état de conscience qui n'a rien de cérébral, puisque ça ne dépend pas du fonctionnement du cerveau. On peut avoir un cerveau en parfait état de marche, être bourré d'anesthésique et faire un arrêt cardiaque, faire une overdose d'héroïne où on est bourré de drogue, ou des tas d'autres choses qui sont tout aussi catastrophiques les unes que les autres, ça ne change strictement rien au contenu de l'expérience. Donc ça oblige à envisager une conscience qui est autre, et qu'on retrouve pendant cette expérience.
Alors, bien sûr, c'est cette conscience qui va alimenter cette émission ce soir, parce que si elle est extra-neuronale, effectivement, elle peut se balader, elle va incarner encore, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle ne revient pas? Tout ça, ce sont des questions qui sont posées. Je voudrais saluer tous ceux qui sont sur les chats. Et il y a Véronique qui dit j'ai eu une expérience où en salle de réveil, où j'entendais, et je voyais les infirmières qui étaient autour de moi en braillant vite, et ces infirmières disaient on la perd, j'ai essayé de leur parler, en leur disant je suis là, j'ai soif, et je me suis aperçu que j'étais au-dessus, en fait, de tout cela. On va dans quelques instants découvrir votre histoire, Francis Fernandez. Avant cela, j'aimerais vous signaler qu'on est en direct sur les réseaux sociaux de BTLV. Vous pouvez partager cette émission, bien sûr. Vous pouvez réagir à tout ce qui est dit ce soir. Nos invités sont le docteur Jean-Pierre Jourdan, Christian Faure et Francis Fernandez, qu'on retrouve dans quelques instants, juste après vous avoir rappelé que sur BTLV, il y a des films en VOD. Et il y en a un qui devrait vous intéresser si vous êtes fan d'expériences de mort imminente, si c'est un sujet qui vous intéresse. C'est le film de Valérie Seguin qui s'appelle L'âme, regardez. Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur l'âme. Ce film propose de poursuivre cette réflexion en donnant la parole à des philosophes, des médecins, des thérapeutes, des chercheurs de sens qui investissent le champ de l'âme. Au fond de nous, il y a quelque chose de très beau, de très pur, mais on n'a pas appris à le voir. Et Jung nous dit le drame de l'être humain au XXe siècle, c'est qu'il s'est amputé de son âme. Il faut sortir son âme de sa prison. Quand on est connecté à son âme, la vie paraît plus simple et plus joyeuse parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Il y a une douceur qui s'installe. Et c'est comme si tout d'un coup, on avait notre corps qui... On va sentir un bonheur qui n'a aucune raison. Et ça, c'est ce que ça nous offre, d'être connecté à notre âme. Notre âme est une énergie d'un amour incroyable, d'une bienveillance incroyable à laquelle on peut se raccorder quand on veut. Mais comment nous relier à cet espace subtil? Comment découvrir son chemin d'âme? C'est un peu une sorte de chasse au trésor. C'est un grand jeu. Et que dans ce grand jeu, il y a des indices. Ça nous invite à changer d'intelligence. Ça changerait toute la société. C'est un voyage au cœur de l'âme que ce film vous invite à découvrir. C'est, en tout cas pour moi, sans aucun doute, la plus forte, la plus haute, la plus vaste, la plus belle expérience qu'un être humain puisse faire. L'âme. Comment en faire une force dans sa vie? Un film de Valérie Seguin est narré par Hélène de Fougerolles, magnifique comédienne bien sûr, avec de nombreux intervenants qui sont déjà la plupart passés sur BTLV. J'ai entendu quelque chose dans le film, je voudrais vous poser la question. Il y a une intervenante qui dit c'est beau de se connecter à son âme. Est-ce que depuis cette expérience que vous allez nous raconter dans quelques instants, vous avez la sensation d'être connecté à quelque chose? Moi par exemple, je n'ai pas vécu d'expérience de mort imminente, mais je me parle. Je parle à quelque chose. C'est-à-dire que je dis, quand j'arrive pas à dormir, je dis arrête, laisse-moi dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si j'avais quelque chose qui était à côté de moi, avec qui je pouvais interagir. Les plus rationnels me prendront pour un fou, mais je ne sais pas si je parle à mon âme, mais dans tous les cas, voilà, je parle. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir découvert cette âme et que c'est plus que vous, Francis Fernandez, c'est quelque chose de l'autre côté? Oui. Après, est-ce que je lui parle Vous n'êtes pas obligé d'être folle comme moi. Hein, je me sens connectée à elle. Ouais. Je sens que ma conscience me passe des messages au travers de mon corps physique. Après, je suis quand même quelqu'un d'assez analytique de base. Donc, j'essaie de lâcher un peu prise et d'être plus dans l'intuition pour ressentir vraiment le pouvoir de ma conscience. Mais lui parler directement, je ne sais pas. Je pense que je fais des pratiques comme la méditation ou le yoga. Ouais. Donc, je pense que c'est ma façon de communiquer avec ma conscience. Vous avez, docteur Jean-Pierre Jourdan, l'impression ou la sensation qu'on peut parler avec son âme? Si elle est extra-neuronale, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas lui parler. Alors, je suis peut-être fou quand je fais ça, mais dans tous les cas, est-ce que c'est... Plein de gens disent on a un double, alors c'est peut-être cette conscience, cette âme qu'on appelle le double, qui nous envoie des informations, qui nous donne de l'intuition, des idées parfois, on ne sait pas d'où elles viennent ces idées. Est-ce qu'on peut lui parler d'après vous? Je ne sais même pas si on a besoin de lui parler, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, ce que vous appelez l'âme, moi je n'aime pas trop ce mot, parce que ça réifie, ça fait de la conscience une chose. C'est beaucoup plus que ça, à mon avis. Bon, en fait, ça, c'est un détail qui est sans importance. Mais
cette conscience, il me semble qu'elle est en fait témoin permanent. Elle est branchée sur nous. Ça, c'est même le résultat des investigations que j'ai pu mener. Elle est identifiée, cette conscience, elle s'identifie pendant toute la vie à un être humain. Et peut-être à tout le reste, hein, des animaux. C'est quelque chose qui baigne apparemment l'univers entier. Et donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez, cette conscience le sait. Après, est-ce que vous avez la capacité de vous connecter d'une certaine manière, de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut répondre? C'est quand même plus difficile. Par contre, sans qu'il y ait vraiment une discussion, moi aussi ça m'arrive d'engueuler je ne sais pas qui quand quelque chose ne va pas. Je pense qu'on est tous plus ou moins pareils, sauf que tout le monde ne le dit pas. Mais Bon, c'est plus complexe de toute façon de parler, en tout cas d'avoir un échange complet, parce qu'on a bien compris, d'après vos travaux, que c'est plus grand, en fait, c'est ça, qu'une entité, en fait, c'est ça. Disons qu'on est des petites choses, et on a un libre arbitre, donc on est censé vivre ici et maintenant sans connaître les règles du jeu, sans savoir d'où on vient, sans savoir où on va. Après, justement, quand on a touché à cette conscience immense, on sait qu'elle existe et on peut rester connecté. Et beaucoup de personnes d'ailleurs gardent une porte ouverte, que ça soit, on parlait tout à l'heure de capacités diverses et variées. Je connais pas mal de gens qui ont des capacités déjà de guérison, parce que c'est une constante, c'est le besoin d'aider ses contemporains, une capacité à ressentir l'autre, à ressentir ce qui ne va pas, et une capacité parfois à dire et à avoir des actions qui nous dépassent, ça je connais, qui vont faire énormément de bien. Et après on se dit mais comment ça m'a pris? Et je pense que dans ces cas-là, c'est cette conscience, cette lumière, cet amour, j'en sais rien, qui passe à travers nous dans l'autre sens. Mais je pense pas qu'on puisse parler de réelle communication comme on peut le faire au téléphone ou par Internet ou en visio. Il y a le Cassandre sur les réseaux sociaux qui dit quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, Christian. C'est difficile de trouver de bons partenaires pour discuter car les gens se limitent à leurs croyances et ne cherchent pas à aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qui est souvent le cas. C'est-à-dire qu'on peut... on a du mal à évoquer tout cela. On dit non, tu as vu... Même des toubibs nous disent bah non, mais c'est les effets de la drogue, de la morphine. Donc c'est compliqué. Oui, j'ai parlé de conviction, pas de croyance. La croyance est légitime. Après tout, chacun a sa manière de voir et c'est parfaitement légitime qu'on ait une manière de voir différente. Ça, c'est une donnée, je vais dire, fondamentale. Mais la conviction, c'est autre chose. Ça ajoute la volonté à ça. Moi, j'étais prof de français, alors quand même précisons le sens des mots. La conviction, c'est la croyance plus la volonté de l'imposer aux autres. Et alors à ce moment-là, dès que l'autre manifeste un point de vue différent, on se ferme et on entre dans les fameux débats. Je ne connais pas depuis, et moi, comme vous l'avez dit, ça fait plus de 70 ans que je suis sur Terre, je n'ai pas assisté à un seul débat qui ait convaincu quiconque. C'est une opposition d'ego. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le docteur Jourdan, qui m'a vraiment fait réfléchir et qui me paraît très important, c'est que je crois que cette conscience dont on parlait, cette âme, le mot est, je suis d'accord, le mot est un peu piégeux encore une fois. Là. Attendez, je vais résumer. Je l'ai repris parce qu'on sortait du film L'âme. L'âme, c'est la conscience. C'est ce que les croyants vont appeler l'âme. Les laïcs vont l'appeler la conscience. D'accord, on est d'accord. Et je pense qu'elle est non limitée à l'ego. Alors que quand on parle de conscience ordinairement, elle est purement égotique. Et je pense que, mais ça c'est Francis qui va pouvoir apprécier mon propos le mieux, c'est que dans les expériences de Morimian, d'après ce que j'ai saisi moi, j'ai eu ceci dit une expérience, bon mais on n'est pas là pour en parler précisément, on échappe à l'ego. Et c'est en ce sens qu'il n'y a pas une communication au sens où nous communiquons d'être individuel à être individuel, d'ego à ego, mais il y a une communication au sens où on reçoit d'une dimension supérieure, nous, qui sommes ici. Mais pendant un moment, nous échappons aux limites de notre ego. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et si en même temps je regarde Francis, je l'interroge pour savoir si ce que je dis correspond à son expérience. Oui, c'est tout à fait cohérent.
Alors justement, on a envie de savoir, vous, ce que vous avez vécu quand même, Francine, parce que j'ai dit, il y a un docteur, il y a un auteur qui fait des essais, qui réfléchit, et puis il y a une expérienceuse sur le plateau. Donc l'important, c'est de savoir comment finalement tout cela prend, cette mayonnaise, et on va essayer de... Parmi les ingrédients d'une mayonnaise, il y a la base, c'est l'expérience. Oui. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, c'est arrivé le 18 novembre 2014, à la suite d'une opération chirurgicale sans gravité. À la base, on m'avait proposé une anesthésie locale ou générale, et j'ai opté pour la générale par commodité, parce que je ne voulais pas être consciente pendant l'intervention. Et donc, je me souviens très bien être rentrée dans le bloc opératoire. La procédure d'anesthésie s'est donc faite. On m'a demandé de compter jusqu'à 10. Je me souviens très bien ne pas être arrivée jusqu'à 10 et d'avoir donc perdu connaissance avant. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris subitement conscience dans un état d'être qui est absolument différent de celui dans lequel je me trouve actuellement. Les deux choses fulgurantes qui se sont révélées à moi, c'est d'abord la présence de cette lumière incroyable qui n'était pas d'origine terrestre et le fait que je n'avais pas de corps physique. Alors ça, le fait que je n'avais pas de corps physique, je l'ai vraiment conscientisé sur le moment parce qu'en comparaison, je me suis sentie incroyablement légère, comme délivrée d'une immense armure, donc mon corps, parce que lui-même est soumis à la gravité. Depuis qu'on vient au monde, seulement ça passe inaperçu parce qu'on vient au monde avec, mais c'est lourd, c'est dense, ça fait mal. En comparaison, ça fait mal parce que dans cet état-là, vous êtes sans ce corps et donc vous êtes incroyablement bien. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de tourmente, il n'y a pas de pensée parasitaire. Vous êtes vraiment dans une quiétude, une félicité, d'une intensité incroyable. Et donc la présence de cette lumière qui représentait absolument le tout dans lequel j'étais, à la fois l'espace. La notion de temps, ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent quand je réponds aux questionnaires pour le CHU. J'ai un peu du mal à quantifier finalement. Oui, j'arriverai pas à vraiment ça. Je sais que l'intervention chirurgicale a dû durer une vingtaine de minutes. Mais moi j'ai eu l'impression de me retrouver dans un éternel présent. J'avais l'impression que j'étais hors du temps, hors de la matière, hors de l'espace. C'est la question que je poserai au docteur tout à l'heure, la sensation d'être en dehors de l'espace et du temps, d'être dans une autre dimension, dans quelque chose de différent. C'est ça, c'est ça. Et en fait, cette lumière, elle m'envoyait, c'était comme de la radiation, mais de la radiation faite d'amour et de compassion. C'était chaud, c'était enveloppant, c'était rassurant. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis rentrée chez moi. C'est la réalité, ici. Et il y a quelque chose qui a dû merder en bas. Ça me paraissait être en bas. J'ai cru que j'étais morte, en fait, durant l'opération. Et je me suis dit, OK, trop cool, quoi. Je suis rentrée chez moi, je veux rester là et je veux ne jamais revenir. Et cette sensation vraiment d'être rentrée chez soi, c'est fulgurant. C'est assez marrant ce que vous dites, j'ai la sensation d'être rentré chez moi, mais vous n'avez vu qu'une petite partie, parce qu'en fait, c'est que le début, tous les gens, parce que heureusement d'ailleurs pour vous, parce que c'est ce qu'on appelle, vous êtes revenus, vous êtes parmi nous ce soir. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce que c'est vrai que cette lumière, elle est envahissante, visiblement, elle est pleine d'amour, les gens se sentent dans un état d'être absolu, la conscience d'être tout, de regarder son corps, et pourtant de regarder alors qu'on n'a pas d'œil, de corps physique, et en même temps, les gens disent, j'ai l'impression d'être chez moi, mais on ne sait pas, parce que l'éternité peut être longue, surtout vers la fin, comme disait je ne sais plus qui, mais en tous les cas... Jean-Yann. Je ne sais plus, non, je crois que c'est plus grand que ça. Non, je crois que c'est Einstein ou un truc comme ça. Donc, mais Jean-Yann l'a peut-être repris, hein. Donc, voilà, sûrement dans les grosses têtes. Mais dans tous les cas, c'est ça, c'est ce sentiment, c'est-à-dire qu'il est fou. C'est-à-dire que vous vivez un truc, vous sortez de votre corps et vous dites, je suis chez moi. C'est naturel. Je veux dire, là, je vous parle,
je vous parle, Ouais. c'est un fait. Ouais. Je ne vais pas remettre en question le fait que je vous parle. Ouais. Bah, le fait d'être rentrée chez moi, c'était un fait, c'était naturel, c'était là. Et aussi naturel que je vous parle là actuellement, et c'est pas à remettre en considération parce que ce sont les faits. Là, c'est plus qu'un ressenti, en fait. C'est une évidence. Ouais. Jean-Pierre, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en dehors de l'espace et du temps. C'est quelque chose comme si c'était une parenthèse dans cette vie humaine qui s'ouvrait sur un après. Cette notion d'espace et de temps qui disparaît, d'ailleurs en plus elle est très physique, terrienne, cette notion d'espace et du temps, parce que dès que vous sortez de l'attraction terrestre, c'est plus du tout la même chose, etc. Mais cette notion d'espace et de temps, d'autres dimensions finalement, on passe dans quelque chose de différent. Ben oui, tout se passe comme si on sortait de notre univers. On vit dans un univers spatio-temporel. Il y a 3 dimensions d'espace, la longueur, la largeur, la hauteur, une dimension de temps. Et on est coincé là-dedans en tant qu'être physique. Apparemment, pendant ces expériences, ces limitations disparaissent complètement. C'est-à-dire que énormément de gens disent exactement ce qu'a dit Francis, cette impression déjà d'être hors du temps ou d'être dans un éternel présent. Certains m'ont dit qu'il y avait 2 sortes de temps. Enfin, on entend de tout, mais le temps qu'on connaît ne passe pas. Il y a des personnes qui ont des expériences très très riches et ils ne peuvent pas vous dire combien de temps ça a duré. C'est à la fois zéro et l'éternité. C'est hors du temps. Ça n'a rien à voir avec le temps qu'on connaît. Pour l'espace, c'est la même chose. C'est même en étudiant les perceptions spatiales que rapportent les gens justement qui ont vu la salle d'opération, qui ont vu leur réanimation, qui ont vu leurs amis quand ils étaient dans les pommes. La façon dont ils ont perçu ça, comme l'a dit Francis, de toute façon, ils n'avaient pas d'yeux, ils n'avaient pas d'oreilles. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une perception globale d'information par cette conscience, manifestement, et que cette perception globale n'est pas limitée par les organes des sens. C'est-à-dire, là, je ne peux pas expliquer ça en 2 minutes, mais tout se passe comme si notre univers était perçu depuis une dimension supplémentaire, qui l'englobe, qui permet de voir, de percevoir l'espace et le temps, mais d'un point extérieur. Et c'est quelque chose que j'ai modélisé justement sous forme d'une théorie qui met en jeu des dimensions supplémentaires, qui a été avalisée par Roger Penrose, qui est quand même prix Nobel, puisqu'il a publié un de mes articles dans un ouvrage collectif qui est consacré à la conscience et l'univers. Donc je ne pense pas dire que des bêtises. Disons que tout se passe pendant cette expérience comme si on était dans une conscience qui transcende, mais qui transcende réellement, physiquement, l'espace et le temps. La transcendance, c'est être au-dessus d'une certaine manière, et on parle beaucoup de transcendance dans les domaines ésotériques ou métaphysiques ou religieux, mais c'est une transcendance qui est plus intellectuelle qu'autre chose. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là, il s'agit de se retrouver dans un milieu depuis lequel on transcende réellement notre univers. C'est ce qui permet aussi de comprendre que les personnes qui ont vécu ça aient souvent eu une information globale sur beaucoup de choses, que certains se mettent à s'intéresser, un peu comme Francis, elle s'intéresse à la physique, à des tas de choses qui ne l'intéressaient pas avant, probablement parce qu'elle a eu un aperçu du fonctionnement de l'univers. C'est quelque chose qui revient dans tous les témoignages, dans beaucoup de témoignages en tout cas. Christian, tout à l'heure, dans la bande-annonce du film L'âme de Valérie Séguin, il y a quelqu'un qui disait si on était au courant de tout cela et si c'était acté, ça changerait effectivement la société. On aurait un regard différent sur le monde. Là, j'entends parler de transcendance de l'univers. Donc on voit, et ça correspond au titre de l'émission, une vraie transformation. On voit que finalement, c'est un bouleversement total. Il y a Amar Blachon sur les réseaux sociaux qui dit qu'il n'y a pas de corps physique, mais il y aurait donc son équivalent dans le corps astral. Il parle de corps physique, le corps physique n'est plus là quand vous vivez ce texte. Donc pour vous, il y a cette âme, c'est un corps astral. On entend beaucoup parler de ces différentes couches de corps astral, etc., le corps éthérique, etc. Vous avez cette sensation, vous, qu'il y a quelque chose, un corps différent finalement? Ah oui, je veux dire que je n'ai pas eu l'expérience de Francis, mais ça, j'en suis intimement persuadé.
intimement, parce que je le ressens comme tel, pas parce que je le pense. Hein. Ceci dit, corps astral, je suis un tout petit peu méfiant envers le vocabulaire. Je vais dire c'est une déformation professionnelle. Mais dans la mesure où, dans le monde actuel, on a tendance à se mettre d'accord sur les mots, mais à donner des contenus différents. Et moi, qui ai quand même passé quelques années, une dizaine d'années, à étudier l'hindouisme, dans l'hindouisme, il y a 7 corps. Et ça se retrouve dans l'islam, ça se retrouve dans le christianisme, dans certaines versions du christianisme. C'est très concordant. Hein. Il n'y a, pas une religion qui est vraie, les autres qui sont fausses, ça c'est de la bêtise. Et on retrouve, mais dans la version, on va dire, non strictement dogmatique. Hein. Et je pense que le mot âme est un mot un peu qu'il faudrait un peu expliciter, parce que c'est Claudel, bon, pardonnez-moi les citations littéraires, mais qui a fait un splendide article où il distinguait animus et anima, version masculine et féminine, animus étant l'esprit et anima l'âme. Et les deux, au plan de là-haut, le féminin et le masculin sont tous les deux également nécessaires, absolument nécessaires. Et je crois que le mot âme est un mot générique, derrière lequel il faudrait différencier après. Enfin, pour vous dire, je pense que le mot âme rend bien compte de ce qui n'est pas strictement de l'ordre du vécu égotique ici. J'insiste beaucoup sur égotique, parce que je pense que tous nos problèmes de communication entre hommes, tout le problème que vous avez rencontré, vous, Francis, pour être accepté dans votre témoignage, viennent de l'ego. Oui. Moi, je ne le pense pas. Moi, je ne peux pas le penser, c'est pas possible. Oui, mais ça, il faut accepter les témoignages des autres avant de les juger. Après, on peut adapter sa manière de penser, mais on ne peut pas faire barrage. Or, actuellement, les gens font barrage. Et pas seulement dans le domaine des expériences de mort imminente. Hein. Si vous regardez dans les domaines philosophiques, politiques, c'est le barrage perpétuel de tous contre tous. En fait, la remise en question d'une conviction, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes convaincu de quelque chose et quelqu'un vous arrive en disant « on sait autre chose ». Mais non, non, c'est pas vrai. Moi, je suis campé sur mes convictions. Je veux surtout pas qu'on les bouge. C'est compliqué. Vous étiez qui à ce moment-là, Francis? Parce que là, on parle, effectivement, les bouddhistes, 7 corps, etc. Au moment où vous vivez cette expérience, est-ce que vous savez que vous êtes encore Francis Fernandez? Ou est-ce que vous avez la sensation, finalement, d'être quelque chose d'autre? Alors, j'avais... Pas terrible, cette question. C'est compliqué. Elle est compliquée, hein. Je vais essayer d'y répondre. C'est pour ça que ça me demande un temps de réflexion. Oui, prenez-le, hein, pas de souci. Ouais. En fait, j'avais le ressenti d'être... Alors, pour moi, cette lumière, c'était une supraconscience, en fait, qui est à l'origine du tout. Et ce qui m'a marqué, c'est que en fait, dans cette société, l'amour est souvent, enfin ce terme, l'amour est assez galvaudé, décrédibilisé, moqué, voire passé vraiment au dernier plan. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait que tout ce qui est en dehors de, c'est tout ce qui est en dehors de l'amour qui est aveugle. Et cette conscience, c'est l'origine du tout. Et j'étais à la fois un bout d'elle, mais toujours en quelque part en étant moi. En tout cas, en tant qu'observatrice de ce qui se passait. D'accord. C'est-à-dire que j'étais une conscience, un bout d'elle, mais j'étais toujours Francis. Et j'observais toujours comme telle, mais avec une façon d'être qui était vraiment à grande amplitude. De penser, d'analyser. C'est comme si ma conscience n'était plus étriquée. Oui, il était sorti de la boîte, quoi. Ouais. D'un coup, il y a une... D'ailleurs, les gens disent, c'est peut-être la sensation que vous avez eue, quand ils reviennent dans leur corps, ils ont la sensation d'être dans une combinaison de plongée, un peu étriquée, etc. Donc, si on fait partie du grand tout, effectivement, on est large, et tout d'un coup, on redevient très serré. Donc, on met dans la boîte quelque chose qui est visiblement énorme. C'est ça. Alors moi, mon réveil a été très brutal parce que j'ai commencé à... absence de douleur, absence de pensée lourde et d'un coup, un abattement. Je sens en fait, par une espèce de douleur, ça tire, c'est lourd. Je sens qu'il faut que je réintègre mon corps et qu'on est en train de me réveiller en bas.
Et ça, par contre, je m'en souviendrai toujours. Je sais que je lui ai parlé à cette lumière. Je lui ai dit, pitié, je ne veux pas y retourner. Et j'ai repris donc conscience dans mon corps en larmes. Et ça m'a fait un mal. En comparaison, ça m'a paru être en fait un réveil douloureux. Et aussi, parce qu'on me pose souvent la question, mais qu'est-ce qui fait que tu penses que c'était pas une hallucination ou un rêve ? Parce qu'en me réveillant, en comparaison, le rêve, c'est ici. C'est en comparaison, cette réalité est brumeuse et terne, et fade. Et malgré, en fait, toute la vie qui s'affairait autour de moi, parce qu'il y avait tout le personnel hospitalier qui s'affairait, et puis mon corps était en larmes. Donc je pense qu'il y avait une espèce de connexion à distance avec ma conscience. Et j'ai pas compris ce qui se passait en me réveillant. Et c'est un vrai shoot d'amour que vous avez pris, en fait. Oui. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est le shoot d'amour absolu, parce que pour préférer quelque chose qu'on ne connaît pas, qui ne ressemble à rien de ce qu'on nous met dans les yeux, aux gens que vous avez, parce que dans votre famille, vous avez des parents, vous avez des enfants, donc, et de se dire, je ne veux pas y retourner, c'est quand même fort. Quand même, oui. Bah, en fait, je me suis dit que même mes parents ne m'avaient pas aimé comme ça. Comme ça. Et c'est retrouver cet amour sur Terre, vous pouvez vous y approcher, mais vous ne retrouverez pas ça ici. Christian, c'est quand même fort, hein, ce que dit Francis, c'est-à-dire ce côté... la question, c'est de se dire, il y a beaucoup de gens qui disent... alors qu'on des échanges, je vous poserai la question si vous avez un échange avec cette lumière, parce que vous lui avez parlé, je ne sais pas si elle vous a répondu, mais il y a beaucoup de gens qui disent, on m'a dit, c'est pas ton heure, c'est pas le moment, etc. Et puis tu as encore des choses à faire, tu as des messages à passer aussi. C'est qui, d'après vous, qui dit tout cela? Parce qu'il y en a qui disent c'est Jésus, il y en a qui disent que c'est Dieu, il y en a qui disent que c'est une lumière, il y en a qui disent c'est quoi? Ils disent tous la même chose, sous des vocables différents, mais si vous permettez, moi, mon livre, c'est de faire une table de concordance entre l'expérience, les expérienceurs disent vrai. Ah ben, si vous ne partez pas de ce postulat, on ne peut pas travailler. Donc je crois ceux qui ont témoigné. C'est un principe de base, ou alors on ne traite pas le sujet. Et à partir de là, j'ai essayé de connecter ça, de le relier plus exactement, à des concepts à la fois des éléments de dogmes religieux, je dis bien des éléments, hein, pas les dogmes globaux, et des notions ésotériques, des notions doctrinales, mais encore une fois, pas de manière système. Et j'ai essayé d'établir une table de concordance. Et alors, quand j'entends ça, j'ai tendance à... l'hindouisme, de ce point de vue, est plus facile à relier à ce type d'expérience. C'est d'ailleurs ce que dit Sylvie de Toliaz, hein, à Genève. Et pour traiter cette question, il faut faire une différence entre les religions de l'Extrême-Orient, ou de l'Orient, parce que l'Inde c'est le Moyen-Orient, en fait c'est au milieu de l'Asie, et la tradition abrahamique, judaïsme, christianisme, islam. Et ici nous confondons religion avec la version abrahamique. Or, vous allez voir en quoi je vais vous répondre. La tradition abrahamique, c'est la religion comme dialogue entre personnes. D'ailleurs, le christianisme qui a théorisé le mieux ça. Dieu nous parle, Moïse parle, etc., etc. Dans les traditions orientales, c'est le soi. Donc le soi, c'est absolument impersonnel. C'est pas lié à une conscience personnelle. Avec le moi, qui est juste le petit réceptacle qui est pour des milliards d'humains de ce soi. Et donc... il me semble que c'est cette différence qui est illustrée, dans la mesure où je parlais de table de concordance, ça concorde. Ça ne justifie pas, on accorde sa conviction, on reforme sa façon de voir, mais c'est très concordant. Et c'est ce que j'ai essayé de dire. Parce que moi, je faisais des recherches sur les religions, les courants ésotériques, etc. Et là, je tombe sur des expériences qui les valident, à condition... que je suis quand même linguiste aussi de goût, de passion, je parle différentes langues étrangères. C'est très intéressant, vous parlez une langue, une autre ne va pas dire la même chose de la même manière, mais elle dit la même chose. Et là, je me suis dit, ceux qui développent des concepts religieux, au sens non strictement fermé, dogmatique et ésotérique, ça concorde avec ça sans le remplacer. Et en un mot, moi, l'étude des EMI m'a permis d'ajuster à travers des expériences, mes éléments de connaissance. Il y a une trajectoire de l'expérience à la connaissance.
Je vous poserai la question, docteur Jean-Pierre Gendon, je reviens à vous, juste après un extrait d'une émission que nous avons enregistrée avec Patrick Chenet, l'acteur. Pourquoi tout le monde ne vit pas ces expériences de mort imminente lors des arrêts cardiaques ou des décès, et même s'ils reviennent à la vie? Donc c'est la question que je vous poserai, réfléchissez-y. J'en reviens à Patrick Chenet. Patrick Chenet, qui, vous le connaissez, acteur magnifique, qui a été le premier à accepter l'invitation de BTLV sur la nouvelle émission que nous avons lancée juste avant Noël, Les Connus face à l'inconnu. Écoutez-le. J'étais très rationnel, pas du tout dans des croyances un peu, et en fait, au fur et à mesure, on commence un peu à douter, quoi. Moi, je ne croyais pas en Dieu, je crois toujours pas d'ailleurs, mais il y a des éléments, même dans nos corps, dans la façon dont le corps réagit, qui nous modifient, sans qu'on l'ait décidé, quelque chose qui nous dépasse, qui ne nous appartient pas. Quand on parle de la Lune, des marées, des gens qui influencent, des endroits géographiques où on est, qui peuvent déterminer des comportements différents, etc. Voilà, donc nous sommes en fait peu de choses et beaucoup de choses, puisque chaque homme est le cosmos en soi. Les Connus face à l'inconnu, c'est à votre disposition, bien sûr, la série complète. Hein. Il y a Mireille Dumas, Laurent Wolf, le DJ, il y a Franck Leboeuf, champion du monde. On a enregistré hier Jean-Louis Etienne, l'explorateur. Et il y a encore Anon Manoff. Beaucoup de gens sont passés dans le studio de BTLV pour évoquer ce lien avec l'invisible, voilà, l'inconnu. On revient à cette émission, émis une vraie transformation avec le docteur Jean-Pierre Gendon qui est en duplex avec nous. Docteur, pourquoi tout le monde ne vit pas cette expérience? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Je vous ai laissé le temps quand même d'y réfléchir. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup à y réfléchir parce qu'on n'en sait absolument rien. Ah oui, c'est ça. On se pose la question, est-ce que tout le monde vit ça quand on est inconscient apparemment? C'est le principe de ces expériences, c'est une personne qui est quand même par terre, sur une table d'opération, dans une voiture fracassée, ou sur une plage noyée, qui est inconscient pour tout le monde. Donc, pour n'importe qui de l'extérieur, la personne est inconsciente. Alors pour elle, elle est plus consciente que jamais. Et donc, on ne peut pas savoir, puisqu'on n'a que des témoignages au hasard, d'une certaine manière, si tout le monde vit ça, mais ne s'en souvient pas, ou s'il s'agit d'un bug qui permet à certaines personnes de mémoriser ce qui s'est passé, ou si certaines personnes ne vivent rien du tout et n'ont rien à mémoriser. On n'en sait rien. Est-ce que là, finalement, la médecine n'a pas bousculé les plans de Dieu? Alors, je dis Dieu avec un grand D, hein, voilà. Quand je dis Dieu, c'est voilà, la source, la lumière, le créateur, la conscience, que vous voulez. Mais même Einstein l'appelait Dieu. Donc, vous voyez, on peut l'appeler Dieu. Mais est-ce que finalement, la médecine des hommes n'a pas déjoué? On ne devrait pas voir ce qu'on en voit pour peut-être avoir une bonne surprise après. Le problème, c'est que là, certains arrivent à regarder dans le petit trou de la lorgnette, non pas la petite lumière, mais l'immense lumière, parce que derrière ce trou, finalement, il y a une immense lumière. On a un peu déjoué tout cela. Est-ce que la médecine en est consciente? Et est-ce que finalement, c'est peut-être parce qu'elle est consciente de cela qu'elle a du mal parfois à aller sur ce terrain, Jean-Pierre? La médecine y est pour quelque chose, puisque avec les progrès de la réanimation, on ramène des gens qui étaient très près de la mort, effectivement, mais il reste quand même les 30, au minimum 30% de cas qui sont survenus sans intervention de la médecine, donc chez des personnes en parfaite santé, dans des circonstances extrêmement variées. Donc je pense que même à l'époque, et d'ailleurs c'est arrivé, hein, on a des témoignages qui datent de l'Antiquité, tout le monde peut vivre ça, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Le jour où on pourra provoquer, ça deviendra très très intéressant. Mais effectivement, après la médecine, le problème, moi je me souviens que quand j'étais jeune médecin, je sortais de la fac, je pensais tout savoir. Puis ces expériences m'ont interrogé suffisamment, de façon suffisamment répétitive pour que je me dise non, tu sais pas tout. Et comme j'ai trouvé personne qui pensait savoir ou qui expliquait, ben, j'ai cherché. Ça fait 40 ans que ça dure bientôt. Voilà. La médecine, ça la dérange, bien entendu, puisque pour la médecine, le cerveau est la glande, l'organe de la conscience, comme le cerveau produit, comme le foie produit la bile. Bon, la conscience, elle est dans le cerveau, elle n'est pas dans le genou ni dans les coudes. Mais donc, a priori, ça dérange la plupart
des gens qui sont dogmatiques sur ce plan-là. Après, il commence à y avoir quand même je me souviens, j'ai été invité il n'y a pas longtemps à faire une conférence devant 50 neurologues dans le nord de la France. Et je me disais que j'allais me prendre des tomates et des œufs pourris dessus, parce que 50 neurologues, a priori, c'est des gens qui connaissent le système nerveux, c'est vraiment leur truc. Et ce que j'allais leur raconter risquait de les choquer. Eh ben, pas du tout. En fait, ils ont été passionnés, ça les a énormément intéressés. Bon, il y en a certains qui avaient un petit air dubitatif quand même, mais la plupart sont venus discuter avec moi après. Ils étaient vraiment intrigués et intéressés. Beaucoup ne connaissaient pas le sujet, sauf à travers les émissions sur le paranormal, souvent. C'est un peu le drame, c'est souvent... Sur la vie après la... Voilà, c'est ça. Donc, malheureusement, ça contribue pas à faire prendre ces expériences au sérieux. Moi, j'essaie de me faire l'avocat aussi bien de l'expérience que des gens qui l'ont vécu. C'est pas facile de lutter contre une sorte de désinformation, d'information plus que partielle. Alors, Francis, je vous ai posé la question tout à l'heure, je voulais avoir votre réponse. Est-ce que vous avez eu cet échange, puisque vous avez parlé à cette lumière, est-ce que vous avez eu un retour? Non. D'accord. Non. En plus, pas bavarde, en plus. Voilà. Non, mais très généreuse. Très généreuse. Ouais. Parce que je dis ça parce que là, Christian, vous avez dû le noter dans votre enquête qui a mené à ce bouquin. Il y a des gens qui disent, je vais parler d'un film tout à l'heure, parce que à la fin des émissions, je donne toujours 3 films à voir qui correspondent au sujet. Il y a des gens qui voient Jésus, il y a des gens qui voient leur grand-père, leur grand-mère, des anges, Marie. Enfin, c'est complètement large comme spectre de vision. Comment vous l'expliquez, ça? C'est quoi? C'est encore ce que je disais, c'est l'état dans lequel on se trouve. Si on est religieux, on voit peut-être des figures religieuses. Si on a envie de voir papy et mamie, on voit... C'est ça? Ou si on les a perdus il n'y a pas longtemps, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez pu glaner comme information là-dessus? Alors, il me semble que ces visions, qui sont des images, sont des traductions elles-mêmes de quelque chose. Et c'est la traduction de ce qui n'est pas personnel et qui est derrière. Je n'ai pas tout à fait fini tout à l'heure de préciser que l'avantage des religions orientales, c'est qu'elles sont non personnelles. Ce qui fait croire d'ailleurs que le bouddhisme est une religion athée. Il y a une petite tendance, mais ce n'est pas vrai. Mais il n'y a pas de dieu personnel. Même dans l'hindouisme, il y a 33 millions de dieux. Donc, c'est bon, ok, c'est des expressions. Mais l'absolu, d'ailleurs, on dit plutôt l'absolu. Donc, quand vous dites il y a des figures différentes qui sont elles-mêmes des intermédiaires au plan iconique, pardonnez-moi ce mot savant, c'est-à-dire plan d'image, de l'absolu qui est derrière. C'est comme ça que je l'explique. Distinguons les images, nous qui recevons les images, et ce qui lui-même est traduit par ces images et qui est, alors, informel. Ça, c'est très important. Et même à un niveau, mais ça, on entre un peu dans la métaphysique, non manifesté. Si vous voulez, Jésus, Bouddha, toutes ces figures manifestent ce qui n'est pas manifesté, manifeste l'informel. Pardonnez-moi, je ne veux pas être trop compliqué, mais ce sont des intermédiaires. D'accord. Il y a quelque chose qui se rapproche de ces expériences de mort imminente, peut-être que Jean-Pierre pourra répondre à ça, c'est ce qu'on appelle le voyage astral, la décorporation, etc. Les gens vivent la même chose, sans voir la lumière, mais cette sensation d'amour absolu, est-ce que c'est ce que vous appelez les fausses expériences de mort imminente, Jean-Pierre, en fait, ou les look-alike, comme les expériences, mais qui ne sont pas des expériences de mort imminente? Non, ce qu'on appelle les EMI ou les NDE-like sont, ce dont je vous parlais tout à l'heure, des expériences qui sont strictement similaires aux expériences de vraie mort imminente. Il y a toutes les caractéristiques, sauf le fait d'être dans un état de mort imminente, justement. À côté de ça, il y a un certain nombre de pièges, dont ce qu'on appelle en général le voyage astral, qui est bien expliqué, qui est connu, c'est un phénomène neurologique, c'est une déconnexion que tout le monde connaît, sans le savoir, de la conscience pendant le sommeil. La conscience se déconnecte du corps. Parce que sinon, quand vous rêvez, vous allez frapper, si vous courez, vous allez donner des coups de pied à votre compagne. Enfin bon, donc il y a un système qui déconnecte normalement la conscience une fois qu'on est endormi. Et il arrive que ce système fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que le corps soit déconnecté, la conscience soit toujours présente et déconnectée du corps, alors qu'on n'est pas endormi. Et à ce moment-là, on peut voyager
quelque part dans sa mémoire, donc dans la mémoire des lieux, mais dans ce qu'on appelle le voyage astral, il y a toujours des détails qui n'ont rien à voir avec la réalité, c'est-à-dire la personne qui regarde dans son jardin, puis qui voit une de Dion Bouton. La personne qui voit sa chambre, voiture, hein, donc pour les plus jeunes, parce que là vous facilitez pas quand même la tâche de ceux qui ont 30 ans et qui nous regardent. Hein. De Dion Bouton, même moi quand j'étais jeune, c'était vieux. Donc, vous voyez, il y a Internet. Non, mais je dis ça parce que je relate un vrai témoignage. C'est quelqu'un qui faisait régulièrement ce genre d'expérience et qui s'amusait à partir dans des univers divers et variés, dans des châteaux, dans des tas de choses. Donc on a l'impression, effectivement, de flotter, d'être hors de son corps, de pouvoir visiter sa chambre, mais bon, il peut arriver que les meubles ne soient pas à la même place, il y a toujours des détails qui ne concordent pas, et ça, je vous dis, on sait très bien ce que c'est sur le plan neurologique, et il ne faut pas confondre. Ça, le problème, c'est que les gens qui ont des bouquins à vendre aiment bien faire l'amalgame, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vivent ce qu'on appelle des paralysies du sommeil, en fait, conduit par voyage astral. Il y en a beaucoup plus que de gens qui ont vécu des vraies expériences dites de mort imminente. Donc, ça rapporte plus de ne pas leur dire non, mais ce que vous avez vécu, on sait très bien ce que c'est pas, ça n'a rien de transcendant, c'est juste une curiosité. Donc, il faut se méfier. Après, il peut y avoir des intermédiaires, si vous voulez, si quelqu'un vous dit qu'il s'est trouvé hors de son corps, qu'il a ressenti, qu'il s'est trouvé dans une lumière qui était chargée d'amour, il y a plus de chances que ce soit ce qu'on appelle une EMI-like, donc une expérience identique à une vraie expérience de mort imminente, qu'un simple voyage astral dans lequel il n'y a pas ces notions d'amour. La grosse différence aussi, c'est que les gens qui ont vécu une EMI reviennent changer. Pour eux, c'est d'abord la plus belle expérience de leur vie, c'est une expérience qui laisse une notion de réalité, c'est une expérience qui est plus réelle que notre réalité, c'est une expérience qui est chargée d'amour, voilà, tout ça c'est des choses qu'on ne trouve pas dans les paralysies du sommeil. Christian, vous vouliez réagir? Oui, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le docteur, parce qu'il me semble que la différence entre ce qu'il évoque et puis les expériences de mort imminente, c'est que dans les sorties de corps, quand même, il y a une domination du mental. Tandis que dans les expériences de mort imminente, le mental n'existe plus. On sort j'appelle le mental, c'est notre conscience ordinaire, etc. Alors qu'on a plutôt l'impression, mais c'est une impression, hein, c'est pas une affirmation. Alors, juste pour vous dire, parce que là, il y a un intrus dans l'écran, on voit... On a vu derrière vous quand même Thomas qui essayait de rallumer le moniteur. Donc c'est juste pour que vous ne soyez pas surpris de voir à côté. Je vous ai coupé, mais il faut expliquer quand même l'envers du décor. Mais on est en direct. Voilà, donc, exactement. On est entre gens de bonne compagnie. Exactement. Non, je veux dire que il me semble que dans par exemple, je cite Nicolas Fraisse, là, donc, qui est très connu, hein, qui part, etc. Mais on a l'impression que quand il se dédouble, c'est un dédoublement du mental. C'est pas vraiment une expérience d'une autre dimension de conscience. Je dis, c'est une façon que j'ai de le comprendre. De l'analyser, en tout cas. Oui, de le recevoir. Alors que ce que disait le docteur essayait d'établir, enfin, le docteur Jourdan, la différence entre les deux. Je crois qu'elle est un peu là. Et encore une fois, parce qu'il faut toujours se référer aux expérienceurs, ce que dit Francis est vraiment le témoignage d'une autre forme de conscience que plutôt le dédoublement de la conscience ordinaire. Vous avez pu en parler facilement? Non. Ah ben voilà. Alors, on est là pour vous écouter. Je prends pas cher, allongez-vous. Voilà. Alors, déjà, ça m'a pris 2 ans pour l'intégrer. Ah oui. Et pour comprendre aussi ce qui m'était arrivé. Je sais que quand j'ai vécu l'intervention chirurgicale, mon mari est venu me chercher. Et ça a été la première personne à qui j'ai essayé d'en parler. Et il m'a demandé si tout s'était bien passé. Et je lui ai dit, c'est passé quelque chose. Et il m'a demandé quoi. Et je lui ai parlé de cette lumière. Je lui ai parlé de ce que j'avais vécu. Et j'ai senti l'incompréhension venant de sa part. Mon mari, c'est pas quelqu'un qui va s'avancer à essayer de trouver des explications alors qu'il n'a pas de réponse. Donc il préfère rester silencieux plutôt que de dire des bêtises ou surinterpréter. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, je crois que ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué.
Et donc j'ai repris ma vie normalement, j'en ai parlé à personne. J'ai tenté d'enfouir l'expérience parce que je la comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce qui m'était arrivé. J'étais tiraillée, j'étais vraiment dans la confusion. Je me disais c'est marqué au fer rouge, j'y pense tous les jours. La lumière elle est là. Quand j'y pense, même quand j'y pense pas, elle est là. Quand j'y pense, elle me stimule. Donc c'est trop présent pour que ce soit une hallucination. Et surtout l'intensité de la réalité, cette conception de la réalité. Mais mon esprit analytique reprenait le dessus. Je me disais non, c'est pas possible. Si t'en parles, on va te prendre pour une folle. De toute façon, t'as dû halluciner. Peut-être que c'est un problème d'anesthésie. Mais pour autant, je commençais à changer. Donc, comme je vous l'ai dit, je commençais vraiment à changer, à m'intéresser à des sujets auxquels je ne m'intéressais pas du tout avant. Et voir opérer en moi tous ces changements, c'est ce qui m'a aussi aidé à comprendre qu'il se passait quelque chose. Donc, je me suis tournée vers la physique quantique. Là, j'ai appris en fait la réalité de la matière. Donc, le fait que l'atome est constitué à 99% de vide. Ce vide n'est pas vide, il est plein de champs informatifs. Et en comprenant ça, je me suis dit, en fait, ce que j'ai vécu, peut-être que effectivement, non, c'est pas une hallucination, et c'est vraiment vrai. Même si intuitivement, je le savais, mais j'avais besoin de rationaliser quand même. Et un jour, par hasard, je regardais une conférence donc d'un physicien sur YouTube, et par hasard, la vidéo, elle défile, elle enchaîne sur une autre vidéo d'une personne qui faisait état dans sa conférence d'expériences de mort imminente. Et donc, il relatait quelques témoignages de personnes qui avaient vécu une expérience de mort imminente. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai vécu. Sauf que je ne l'avais pas conscientisé avant, parce que pour moi, une expérience de mort imminente, ça se vivait seulement si on approchait la mort. Donc, ça rentrait... Et puis, ce n'est pas vraiment des sujets auxquels je m'intéressais avant, voire pas du tout, donc je m'y connaissais très peu, mais c'est en tombant sur cette conférence par hasard que je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai vécu. À partir de là, j'ai écrit au CHU de Liège pour témoigner, et ils m'ont répondu, ils m'ont dit, effectivement, vous avez bien vécu une expérience de mort imminente, et puis après, j'ai rencontré Jean-Pierre. Et maintenant, vous en parlez plus librement, plus facilement. Maintenant, j'en parle plus librement grâce à... Oui, alors, oui. Donc, les chercheurs m'ont aidé déjà à comprendre, à conscientiser ce que vous aviez vécu, en fait, c'est ça? Ouais, à faire voler en éclats ce carcan normatif dans lequel j'étais emprisonnée. Et du coup, en parler avec les scientifiques, les chercheurs comme Jean-Pierre, ça vous aide à vous entraîner à en parler petit à petit un peu à tout le monde. Et de pas être pris, et de pas penser qu'on est folle aussi, parce qu'on se dit, voilà, j'ai vécu quelque chose. C'est important de se dire, et je suis pas seul. Nous, on a une émission le lundi qui s'appelle La Libre Antenne, où les gens viennent témoigner. Et sur tous les sujets, quelle que soit la singularité du sujet, mais bon nombre de témoins me disent, mais c'est un bonheur de pouvoir se libérer de ce poids, parce que c'est souvent un poids quand on vit quelque chose que l'on n'arrive pas à expliquer. Le besoin de parler est important. On va y revenir sur ce besoin de parler dans quelques instants. Mais si vous arrivez, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Je rappelle que ce soir, c'est EMI, une vraie transformation, avec Christian Faure, le docteur Jean-Pierre Jourdan et Francis Fernandez. Merci à tous. Si vous arrivez, soyez les bienvenus. Sachez qu'on est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Vous allez pouvoir partager cette émission, la relire, la revoir. Si vous êtes abonné, bien sûr, elle est à votre disposition 24 heures sur 24 sur btlv.fr. Je vous invite à aller sur btlv.fr. C'est là où il y a toutes les émissions, dont celle avec le Jean-Pierre Jourdan ou avec Christian Faure, des interviews que nous faisons en face à face et qui nous permettent de creuser peut-être encore un plus le sujet. Le besoin de parler, Jean-Pierre, quand on est toubib, on est normalement là pour écouter. Je sais que la nouvelle génération va vite, donc c'est pas forcément ce qu'on vous apprend à l'école de médecin, mais en tout cas le besoin d'écouter. Alors il y a les psys pour ça, mais parfois ils disent ils sont pas très à l'écoute. Mais quand vous rencontrez tous ces gens, vous ressentez ce besoin de parler, de se libérer de ce que les gens ont vécu?
Ce besoin, il est fondamental. C'est la première chose que j'entends quand on me raconte une histoire comme ça, c'est d'abord, vous me croyez, et ensuite, on ressent le besoin, parce que la plupart du temps, ce sont des personnes, même si, bon, pour Francis, c'est relativement récent, mais la majorité des gens que j'ai vus ont vécu ça il y a 10, 20, 30, 40 ans parfois. Pour les mêmes raisons, on les a regardés de travers, on leur a expliqué que c'était des hallucinations, que c'était des anesthésiants, enfin bon. Et eux, ils avaient vécu un truc extraordinaire et ils n'arrivaient pas à en parler. Et en fait, on se rend compte, voilà, la comparaison que je pourrais donner, c'est imaginez que vous soyez à un concert où vous êtes régalé à écouter de la musique, quel que soit ce que c'était. Et en rentrant chez vous, vous essayez vous en parler à votre conjoint, vous en parlez à vos enfants, vous voulez en parler à vos amis, vous essayez de partager le bonheur que vous avez eu. Et puis tout le monde vous regarde de travers et vous vous apercevez rapidement qu'ils sont tous malentendants et qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la musique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous taisez et vous gardez ça au fond de vous. J'ai appelé ça mon bouquin Le Grand Secret, parce que c'est une expérience extraordinaire, c'est la plus belle de la vie pour la plupart des gens qui l'ont vécu. C'est quelque chose qu'ils n'oublient jamais, qui est toujours présent, et ils sont obligés de garder ça au fond d'eux comme si c'était quelque chose de honteux. Donc c'est ce qu'on essaie de faire dans l'association que je dirige, c'est de permettre à ces personnes de se rencontrer. Donc on organise des réunions locales quand on a des bénévoles pour ça, et des réunions nationales où il y a une trentaine de personnes qui peuvent pendant plusieurs jours échanger autour de leur expérience. Et ça c'est fondamental, parce que le fait de garder ça au fond de soi-même, c'est horriblement difficile, je pense, mais le fait de pouvoir s'en libérer et d'avoir en face de soi des gens qui vous écoutent, encore plus si ce sont des gens qui ont vécu la même expérience que vous, c'est une libération extraordinaire. Après, j'essaie aussi on essaye aussi de faire de l'information justement pour que les médecins, les psychologues, les psychiatres en sachent suffisamment, et compris que c'était pas des histoires commerciales qui promettent de la vie après la vie ou quoi que ce soit, mais que c'était une expérience humaine fondamentale, très certainement, qui est même probablement à l'origine de la plupart des religions. Je pense que les religions, en fait, c'est des gens qui ont vécu des expériences transcendantes de cet ordre-là, et qui après, elles se sont traduites au travers de leur culture, de leur époque. Mais c'est quelque chose de fondamental. Donc il faut qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose là derrière qui bouleverse la vie des gens, et qu'il faut les prendre au sérieux, sans chercher à expliquer quoi que ce soit, simplement écouter. Écoutez, simplement. Et sur le site de Jans France, j'ai mis une thèse d'un psychiatre marseillais qui est extraordinaire. Dans cette thèse, il n'y a pas un mot de psychiatrie, il y a de la philosophie et il y a de l'écoute. De l'écoute et de l'empathie. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Si la moitié des psychiatres arrivaient à la cheville de Steven Presser, ça serait extraordinaire, parce que malheureusement, le nombre de gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit je suis allé voir un psychiatre, je suis allé voir un psychologue, j'ai essayé d'expliquer, et puis bon, on m'a dit oui, vous savez, c'est des hallucinations, c'est ce que c'est, vous inquiétez pas, ça va passer. Voilà. Mais quand vous entendez ça, alors que vous avez vécu quelque chose qui pour vous est plus vrai que la réalité, que le psy que vous avez en face de vous, ça vous fait même pas rigoler, ça ferait pleurer, quoi. Ça fait pleurer, effectivement. On est là pour essayer, nous, même médias, depuis maintenant 10 ans. Quand j'ai créé BTLV, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais enfin, j'entends des gens qui ont vécu la même chose que moi, et dans tous les domaines, de la singularité. Donc c'est important d'avoir des repères et de se dire qu'on n'est pas fou. Dans un instant, on continuera à parler de ces expériences de mort imminente. Je vous donnerai également des films qui vont vous permettre de continuer l'aventure. Avant cela, j'aimerais vous rappeler qu'on a un auteur magnifique sur BTLV qui propose une série d'émissions. C'est Jean-Patrick Pourtal. Il a fait plein d'émissions, et notamment sur la théologie. Et là, c'est une émission qui plaît énormément à notre ami Thomas, qui est à la régie, et qui était Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est un personnage des évangiles qui pose plein de questions, et puis les évangiles apocryphes, donc tous ces évangiles qui ont été trouvés par la suite et surtout qui ont été rejetés par l'Église, ont apporté des éléments intéressants sur cette Marie-Madeleine. On a des écrits
écrits apocryphes, et par exemple l'évangile de Marie, où on voit que Jésus va discuter, va enseigner à Marie-Madeleine des choses qu'il n'aura pas enseignées aux apôtres, et notamment à Pierre. Et cette réflexion devient intéressante, parce qu'on pourrait penser qu'il y ait eu un enseignement, on va dire, exotérique, délivré à Pierre, et puis peut-être un message plus caché, plus complexe, plus ésotérique, délivré à Marie-Madeleine. Il y a un passage dans les évangiles de Jean qui pose un problème, c'est les noces de Cana. Les noces de Cana, on voit que Jésus est invité à des noces. Et ce qui est très surprenant dans les noces de Cana, c'est que c'est à Jésus qu'on demande différentes choses, dont des autorisations, alors que normalement, d'après la loi judaïque, quand ça se passe comme ça, c'est que c'est le marié. Et ça pose un vrai problème. Jésus est-il invité à un mariage, ou voit-on le mariage de Jésus et donc la femme qui serait sa compagne sera-t-elle Marie-Madeleine? L'évangile de Philippe est un évangile qui pose un vrai problème, où on nous raconte que Jésus aime Marie-Madeleine différemment que les apôtres, et il l'embrasse sur... Et là, dans le parchemin, il y a un trou. De très très belles émissions avec Jean-Patrick Pourtal à retrouver sur btlv.fr si vous êtes abonné, bien évidemment. C'est pour ça qu'on vous demande, déjà vous faites plaisir à la chaîne, parce que vous nous permettez de continuer à vous proposer des émissions qui sont rares sur la télévision classique, et puis surtout vous découvrez donc peut-être l'envers du décor sur certains sujets. Les EMI, on en parle encore pour quelques minutes avec Francis Fernandez. Francis, vous avez donc vécu cette expérience en 2014. Est-ce que aujourd'hui vous avez, alors vous disiez tout à l'heure que ça a été plus facile pour vous d'accompagner votre papa dans l'après. Quel regard vous avez vous maintenant sur votre propre départ? J'ai hâte. Ah bon? Ah non. Non, mais pas. C'est pas négatif quand je dis ça. C'est juste que Vous n'avez pas peur? Non, voilà, c'est ça. J'ai peur de la souffrance, de la maladie, j'ai peur de tout ça, mais j'ai pas peur de mourir, non. Comment faire pour, docteur Jourdan, pour pas, comment expliquer ça, pour pas donner envie des gens d'aller voir de l'autre côté? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je me réfère toujours à ce film que j'ai vu... qui est sur Netflix, que je vous invite, on va parler de film dans quelques instants, mais tiens, j'ai oublié d'en parler, de celui-ci. C'est Robert Redford, qui est un toubib, et qui dit j'ai trouvé, j'ai la certitude, ça y est, j'ai trouvé la formule, je sais que de l'autre côté, la vie existe, etc. Et il est en interview à la télévision, et ce jour-là, alors qu'il est sur le plateau, il y a un mec qui arrive avec un flingue et qui se tire une balle dans la tête. C'est toute la peur que tous les toubibs ont, j'imagine, tous les gens. Ils se disent, mais si on dit que de l'autre côté c'est magnifique, est-ce qu'on ne va pas provoquer le départ de certains? Jean-Pierre, patate chaude encore une fois pour vous. Merci. Je vous redresse ça à l'occasion. Bon, je reconnais que c'est une question que je me pose depuis très longtemps, parce que de transmettre ce que disent les expérienceurs, c'est prendre effectivement le risque de donner à des personnes qui ne sont pas bien dans cette vie l'envie de s'en aller, puisque, après vrai, de l'autre côté, on est aimé de manière inconditionnelle, on rentre à la maison, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que, d'abord, je crois que j'ai jamais vu personne se donner la mort, ou essayer en tout cas volontairement pour retrouver ce qu'il y avait de l'autre côté. Et surtout, une caractéristique de ces expériences, c'est que c'est vrai que d'un côté, les personnes qui ont vécu ça n'ont plus peur de la mort, exactement comme Francis le décrit. C'est quelque chose qui ne leur pose absolument aucun problème. Par contre, ils n'ont pas envie de souffrir, de quitter les gens qu'ils aimaient, de ne pas avoir terminé leur projet. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, ils reviennent essentiellement avec une notion du sens de la vie, une notion profonde que la vie est un cadeau et que c'est quelque chose dont il faut profiter jusqu'au bout.
même si elle est dure, même si on a des problèmes, si on a des maladies, si on a des choses désagréables, ça fait partie de la vie. On est là pour apprendre. C'est la question qui leur a été posée d'ailleurs, hein, quand ils vous disent qu'ils ont rencontré un être de lumière ou qui que ce soit. Quand il y a une période, on n'en a pas parlé, mais ils revoient pour certains leur vie. Ouais, la revue de vie, significatif. En fait, voilà, la revue de vie. Le critère, il n'y a aucun jugement. La question qui leur est posée, c'est comment as-tu aimé? C'est tout. À la rigueur, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris à aimer? Qu'est-ce que tu as appris de la vie? Voilà, ça sert à ça. Ça ne sert pas à avoir une télé dans chaque chambre, ni une grosse bagnole, ni du pouvoir, ni du fric. Ça sert à aimer. C'est fait pour ça. Et c'est un stage. Et a priori, sauf bug, ce stage, on le fait, on ne sait pas pourquoi, mais le but, il est là. Et ça, je pense qu'on l'a tous au fond de nous. Si vous voulez, on n'a pas envie de quitter un cadeau pareil. Et pour parler du suicide, d'autre part, quelques personnes ont vécu cette expérience pendant une tentative de suicide. Et ces personnes-là sont les meilleurs agents anti-suicide que je connaisse. Parce que si je connais quelqu'un qui me parle de se foutre en l'air et que je connais quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente et qui est dans le coin, je me débrouille pour qu'ils se rencontrent. Et ils vont pouvoir discuter. Je vous garantis que la personne qui avait des idées suicidaires, une fois qu'elle a rencontré une personne qui a vécu une expérience comme ça, n'a plus du tout envie. Ouais. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un sujet compliqué. C'est un sujet qui... Non, merci. Non, c'est un sujet complexe. C'est une question, je vous dis, que je me pose depuis longtemps. Je vous la pose parce que c'est vrai que tout le monde peut se la poser. C'est-à-dire qu'on se dit, bah voilà, moi, il y a tellement de souffrance dans le monde, vous dites que vous apprenez, et c'est ce que veut dénoncer le film, effectivement, avec Robert Redford, qui n'est pas un grand film, mais cette scène est assez symptomatique de ce qu'on pourrait, dans quoi on pourrait verser. C'est-à-dire que voilà, on a la certitude qu'il y a une vie après la mort, je vire, et puis je passe à la prochaine s'il y en a une. Et Christian, vous vouliez réagir? Oui, il me semble que cette logique, Bob, que vous adoptez pour un moment, pour alimenter la discussion, est une logique de non-expérienceur. Parce que les expérienceurs, je vois que Francis est d'accord avec moi, pensent autrement, et je voudrais glisser une idée, enfin une notion, qui est une notion à la fois qu'on peut tirer de l'expérience et qui est une notion, disons, religieuse, ésotérique à la limite, qui est la notion de chemin de vie. On a un chemin à faire. Et il y a, moi, je cite des cas dans le livre d'expérienceurs qui disent, non, on m'a dit là-haut, pas un Dieu personnel, un Dieu impersonnel, on m'a dit une force, en quelque sorte. Dieu impersonnel, c'est une force, c'est pas un être précis. On m'a dit qu'il fallait que je revienne. Et finalement, je suis revenu. Voilà. La notion de chemin de vie, ça me paraît très important. Ouais. Le chemin de vie, vous avez eu la sensation maintenant, vous qui êtes revenu, que voilà, si vous êtes revenu aussi, c'est parce qu'il y avait quelque chose à accomplir, votre vie de femme, avec votre mari, vos enfants, je ne sais pas si vous en avez ou pas, mais dans tous les cas, voilà, quelque chose qui fait que... on n'est pas là par hasard, en fait. C'est le propre même du titre de EMI, portée, sens et signification. Est-ce que cette expérience de mort imminente, finalement, vous a fait comprendre qu'il y avait un sens à la vie? Oui, tout à fait. Enfin, c'est juste que j'ai compris que j'étais pas sur Terre pour faire un crédit, pour... je vais dire ça à mon banquier demain. Non, arrêtez de me demander de l'argent, monsieur. Alors, non, mais évidemment, on vit avec notre temps. Mais en fait, l'équation, c'est expérimenter, assimiler de la connaissance et aimer. Voilà. Donc... expérience, apprentissage, amour, en fait, c'est ça. Donc, oui, assimiler de la connaissance, c'est important. L'expérience aussi est très importante. Vous pouvez faire de bonnes expériences comme de mauvaises expériences, mais en fait, c'est à la même image que l'école, finalement. C'est une école. Donc, voilà, moi, j'adore apprendre la musique. C'est génial de pouvoir faire ça. De toute façon, apprendre la connaissance, c'est la plus grande des richesses. Donc ça, c'est évident. Alors, avant de refermer ce chapitre, je voudrais vous signaler qu'il y a 3 films que vous devez absolument voir. Peut-être les avez-vous vus déjà. Le premier, c'est 90 minutes au paradis de Michael Polish. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. C'est l'histoire de Don Pepper qui est impliqué dans un horrible accident de voiture. On devrait avoir des images dans quelques instants. Déclaré mort sur les lieux, il est recouvert d'une bâche. 90 minutes plus tard, après avoir été amené à l'hôpital, il revient à la vie et prétend avoir vu le paradis et avoir rencontré là-bas
C'est pas ce film-là, c'est celui d'après ça. Rendu visite aux parents décédés. Mais c'est pas grave, je vais en parler. C'est tu laisses ce film-là. Voilà. Et si le ciel existait de Randall Wallace. Alors là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a 4 ans, fils d'un pasteur. Il est transporté en urgence à l'hôpital et il vit une expérience de mort imminente. Quelques mois plus tard, il raconte à ses parents comment il a vu le chirurgien l'opérer pendant que sa mère téléphonait et que son père priait seul dans une salle toute proche. Il détaille aussi sa rencontre au paradis, alors il l'appelle comme ça. Attention, c'est important, il est élevé dans un univers religieux, pasteur, etc. Donc on apprend dans le film que finalement ça peut conditionner tout cela. Il rencontre des anges, puis Jésus vient lui parler, et puis des proches également, dont son arrière-grand-père, mort 30 ans avant sa naissance. Et surtout sa sœur morte en fausse couche. Et ce qui trouble la maman, c'est qu'en fait, il va parler de cette petite sœur. Il n'est pas au courant à 4 ans qu'il a eu une petite sœur qui n'est jamais arrivée sur Terre. Donc ça, c'est assez troublant. C'est très joli, Et si le ciel existait, de Randall Wallace. Et puis on finit avec un film d'un grand monsieur, Clint Eastwood, que j'ai eu la chance d'interviewer dans une autre vie. J'ai pas été réincarné pour autant. Mais dans tous les cas, c'est Au-delà. Film de Clint Eastwood. Le pitch, c'est l'histoire de 3 personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle soulève. D'un côté, il y a George, un Américain d'origine assez modeste, qui possède un don de voyance qui l'exaspère au plus haut point. Il l'aime pas, ce don. Pour lui, c'est une malédiction. Et de l'autre, il y a Marie, qui est interprétée par Cécile de France. Georges, c'est Matt Damon. Marie, Cécile de France, donc, est une journaliste française qui est confrontée à une expérience de mort imminente, notamment lors du tsunami. Et elle revient totalement bouleversée de cette expérience. Et pour finir, il y a Marcus, un jeune garçon londonien qui perd un être cher, ce qui va entraîner chez lui une quête de réponse à toutes ces questions et à toutes ces interrogations. 3 films vraiment très beaux. Vous les avez vus ou pas? Non? Aucun? Il y en a un qu'on m'a conseillé, celui avec le petit garçon. Ouais, très joli. Voilà. Faut que je le voie. Ouais. Voilà, c'est très très joli. En tout cas, j'espère que vous avez pris note et que vous regarderez attentivement ces films parce qu'ils sont très très jolis. Je veux vous remercier d'être venus tous les 3. Merci Francine de vous être livré ici. Merci Christian. Merci Robert. On rappelle EMI. Alors, merci patron. Là. Portez science et signification. Sens, oui, j'ai dit science. Lapsus, hein. Portez sens et signification. Merci monsieur docteur Jean-Pierre Jourdan d'avoir été avec nous encore sur BTLV. Ça a été un vrai plaisir. Ce fut un plaisir. Bon, le grand secret, bien sûr, expérience de mort imminente sur la piste de notre conscience ultime, c'est chez Michel Lafon. Merci à tous de nous avoir suivis, partagé. Merci à Thomas d'avoir sué sang et eau. Il lui est tout arrivé ce soir. Je peux vous dire que vous avez peut-être rien vu, mais alors nous, de l'autre côté, on a vu les écrans derrière nous. Ben voilà, ils se sont arrêtés. Il faudrait que tu mettes des images, ça s'arrête de partout. Le pauvre, ça fait 15 jours qu'il fait de la réalisation. Il lui arrive tout, mais c'est le baptême du feu, c'est comme ça. Voilà, c'est le... Comment on appelle ça dans les écoles en fac? On appelle ça les bizutages. Voilà, en bizutage. Merci en tout cas à vous et à très bientôt. Salut.